Au sommaire de l'actualité, 5000 jeunes formés dans le domaine du solaire. C'est un secteur d'avenir et des ressources humaines qualifiées. Le Burkina en a besoin pour une exploitation rationnelle de son fort potentiel énergétique solaire. Également à la une, le barrage de Samandeni. Nous y serons avant l'inauguration du joyau prévu samedi. Des populations déguerpies et réinstallées. Constat dans un instant. À l'international, un consulat iranien incendié ce matin au sud de l'Irak. Téhéran exige à Bagdad des mesures répressives contre les agresseurs. Des manifestants qui, depuis 2 mois, tentent de renverser le gouvernement irakien. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Mais avant de développer ces titres, Alpha Condé en partance pour les Émirats Arabes Unis était hier soir à Ouagadougou. Une escale dans la capitale burkinabé pour s'entretenir avec son homologue, le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré, sur des sujets d'intérêt commun aux deux pays, sans aucune déclaration à la presse. Le point d'image avec Idrissa Warga et Vincent Kendrebeogo. Il est exactement 21h10 quand cet appareil se pose à l'aéroport international de Ouagadougou. À bord, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Il est accueilli par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et le premier ministre Christophe Dabiré, ainsi que quelques membres du gouvernement. Il s'ensuit un entretien entre les deux chefs d'État. Aucune déclaration n'est faite à la presse sur l'objectif de cette visite, mais une note de la présidence indique qu'il s'agissait d'une escale technique pour Alpha Condé en partance pour Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Une escale mise à profit par les deux présidents pour échanger sur les relations entre la Guinée et le Burkina. Quelques questions d'actualité ont également été abordées au cours de ce bref entretien, selon la présidence du Faso. Moins d'1 heure après son arrivée, Roch Marc Christian Kaboré raccompagne son hôte de marque à son avion qui redécolle. Voilà le bref séjour du président guinéen à Ouagadougou. L'autorité de régulation de la commande publique et l'Agence nationale pour la promotion des technologies de l'information et de la communication se donnent la main pour améliorer notre système de commande publique. Hier, ces deux institutions ont signé une convention pour la numérisation totale du système de commande publique au Burkina, ce qui permettra à l'ARCOP de se doter d'infrastructures et d'applications informatiques modernes pour plus de transparence dans les différents services offerts aux usagers au Lopoda. L'autorité de régulation de la commande publique s'ouvre à la transformation numérique et s'engage à se connecter au réseau de l'Agence nationale pour la promotion des technologies de l'information et de la communication. Le partenariat qui vient d'être scellé permet à l'ARCOP de bénéficier de l'ANPTIC, d'une fourniture de services d'infrastructure et d'une assistance pour le développement d'applications sur tous ces équipements informatiques. Les administrations fonctionnent aujourd'hui essentiellement sur la base des réseaux. Et notre connexion Internet, nous avons pensé qu'avec l'ANPTIC, nous allons avoir un haut débit. Et ceci va améliorer beaucoup nos prestations de services vis-à-vis de nos usagers. Et ensuite, l'ANPTIC va, dans ce registre toujours, assurer l'hébergement des logiciels que nous avons développés. Et certains aussi, d'ailleurs, il faut le dire, toujours avec son accompagnement. Il s'agit donc du G-Cloud, qui est donc un système de stockage très sophistiqué avec une haute disponibilité qui va donc permettre à l'ARCOP de pouvoir accéder à ces applications de manière sécurisée et en tout temps et en tout lieu. Ce partenariat stratégique est une étape de gagner pour l'ARCOP qui envisage d'ici à 2023 être une institution performante engagée vers la transparence et la numérisation. Question de rendre davantage crédible son système de commande publique.
Je le disais en début de journal, le Burkina est décidé à tirer profit de son potentiel solaire pour relever les défis de la transformation de l'énergie solaire en énergie productive. Le ministère en charge de l'énergie lance officiellement la formation de 5000 jeunes dans le domaine du solaire avec bien sûr l'accompagnement de l'ONG Job Booster Kadou Rumenki. Cette double signature de convention marque le lancement officiel du projet de formation de 5000 jeunes au métier des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Un projet porté par l'ANERE, Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Ce projet vise à outiller les jeunes dans le domaine du solaire, à faciliter leur insertion socio-professionnelle et à promouvoir l'auto-employabilité. C'est une décision de raison, mais aussi une opportunité de business pour notre population. Parce que quand vous importez votre consommation, quand vous importez la production en énergie fossile, eh bien, c'est des ressources que vous êtes en train d'immobiliser dans d'autres pays. Alors que l'énergie solaire, c'est aujourd'hui la richesse que nous avons au niveau du Burkina Faso. Ou la volonté de pouvoir capitaliser sur cette richesse-là. Pour les autorités présentes à la cérémonie, la formation des jeunes dans un domaine aussi stratégique que celui du solaire est d'une importance capitale. Au-delà de nos petites préoccupations ici de l'emploi, de la suffisance énergétique, il s'agit aussi de l'avenir de la Terre tout entière qui en dépend, parce qu'il faut des énergies propres, sinon le réchauffement climatique mettra fin à notre humanité. Et pour le coup, pour le moment, Job se demande, dans le cadre du changement de mentalité, demande une contribution modique de 20 000 francs par apprenant. L'enjeu est de taille et le ministre Bachir Ouedraogo dit faire confiance à la jeunesse. Une jeunesse qui, bien formée, saura relever les défis de la transformation de l'énergie solaire en énergie productive. On reste dans les Hauts-Bassins où le président du Faso est attendu dans 48 heures pour l'inauguration du barrage de Samandeni. D'importantes ressources y ont été injectées pour sa réalisation. Voyons de près des infrastructures réalisées et nous prenons tout de suite la direction de Sungalodaga, un village d'accueil de près de 800 ménages affectés par la construction du barrage de Samandeni. C'est un reportage signé Manika Ien et Karim Sissé. Sungalodaga, village situé à une trentaine de kilomètres de Bama. Ici, on enregistre de 2013 à nos jours plus de 800 nouveaux ménages. Et cela à la faveur de la réinstallation des populations affectées par la construction du barrage de Samandeni. Un site d'accueil de plus de 120 hectares est aménagé par le P10. Jusque-là, l'intégration se passe très bien. Les termes population déplacée et autochtones ont tendance à disparaître. On était à Gifoloma et nous sommes venus nous installer ici à Sungalodaga. C'est à cause de la construction du barrage que nous avons été déplacés. Et entre nous et les habitants de ce village, tout se passe bien. Nous sommes en collaboration parfaite avec nos hôtes les bobos. Il n'y a pas de problème entre nous, car sans eux, nous ne pouvons pas vivre ici. La démographie qui a explosé brusquement a obligé le P10 à réaliser des infrastructures socio-économiques, question d'améliorer les conditions de vie dans le village de Sungalodaga. Le P10 a réalisé à Sungalodaga ici une école de 6 classes, plus les logements, et un CSPS, plus la maternité, tout équipé, et également 2 AIPS. AIPS qui veut dire adduction d'eau potable. Voilà, donc plus 3 magasins et 3 moulins. Le bémol cependant, la plupart des personnes déplacées ici à Sungalodaga manquent de terres cultivables. Certains d'entre nous ont acheté des portions de terre pour cultiver. Moi-même, j'avais plus de 20 hectares à Gifoloma. Mais ici, je n'en ai que 2 hectares. Et pourtant, j'ai une vingtaine de bouches à nourrir. Il y a beaucoup d'exemples comme moi ici. Nos autres même sont confrontés aux mêmes problèmes. Femmes comme hommes,
tout le monde cultivait où nous étions auparavant. Mais ce qu'une femme produisait là-bas, un homme a du mal à l'obtenir ici. On cultivait le maïs, le mil, l'arachide et même le coton et le riz. Ce manque de terres cultivables préoccupe autant les déplacés que le chef de village de Sungalodaga. On a accueilli des centaines de ménages à cause de la construction du barrage de Samandeni. Franchement, tout va bien entre nous ici, mais le problème est qu'ils n'ont pas assez de terres pour cultiver. Et pourtant, ils sont tous des agriculteurs. Réellement, cette situation me peine beaucoup. Faute de terres cultivables à la hauteur de leurs attentes, certains déplacés se sont reconvertis. C'est le cas de Isaka Tenta, devenu un commerçant. On était cultivateur à Diofouna, donc en déplaçant à ce moment-là, maintenant, comme il n'y a pas la terre pour bien cultiver là, donc il faut on a préféré ouvrir la boutique là et puis faire tous les deux ensemble quoi. Voilà. Vous voyez, il y a les plaques solaires, il y a des ampoules, donc il y a des batteries, donc on vend les tôles et puis bon, etc. Voilà. Les populations déplacées attendent des appuis conséquents. Des appuis à la jeunesse surtout, à travers des formations socio-professionnelles par exemple. Toutes choses qui pourraient permettre à la jeune génération de pouvoir exercer autre métier que l'agriculture. Voilà, c'était là un pan de la vie des personnes affectées par le barrage de Samandeni et réinstallées à Sungalodaga. Je rappelle que l'inauguration du barrage de Samandeni, c'est samedi et le président du Faso y sera. Suite de ce journal, des vivres et du matériel pour soulager les déplacés internes, fruit d'une solidarité agissante sur initiative du cheikh Ismaël Dera. Le don estimé à 17 millions de francs CFA est remis au ministère en charge de l'action humanitaire. Gira Somé et Sekou Zongo. Compte rendu. Le cheikh Ismaël Dera, par l'intermédiaire de la communauté musulmane, répond à l'appel du président du Faso à l'entraide et à la solidarité nationale. Il remet ici des vivres et du matériel de première nécessité au premier responsable du ministère en charge de l'action humanitaire, un don destiné aux déplacés internes. Nous voulons démontrer par ce geste que les Burkinabés se soutiennent. Et cette solidarité agissante, nous l'avons demandé à toute la communauté musulmane qui a répondu favorablement. Nous en sommes fiers. Je voudrais dire infiniment merci pour ces dons qui déjà nous aident beaucoup, mais pour cet esprit de cohésion, cet esprit d'entraide aux autres. Parce que c'est vrai que nous demandons souvent l'apport de l'international. Mais aujourd'hui, si chaque Burkinabé faisait le même geste que le cheikh, aujourd'hui, l'apport international ne sera que, comme on dit, la cerise sur le gâteau. D'une valeur de plus de 17 millions de francs CFA, ce don est composé de maïs, de riz, de vêtements, du savon et bien d'autres. Les donateurs ont insisté sur la nécessité de tout Burkinabé à agir pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Dans le registre éducation, le ministre Stanislas Ouaro et les élus locaux se parlent sans langue de bois afin de lever les entraves au processus de transfert des compétences, des échanges à l'occasion de la troisième édition des journées de concertation entre acteurs. L'éducation, vous le savez, est un domaine transféré aux collectivités depuis 2009. On en sait plus avec Ali Doubadini et Amandine Lalsaga. C'est la troisième édition des journées de concertation entre le ministère en charge de l'éducation nationale et les collectivités territoriales. Ils réfléchissent ici sur le management des ressources et des compétences transférées pour le développement de l'éducation dans les collectivités. Il y a des communes où le fonctionnement nous satisfait. Il y en a où ce n'est pas satisfaisant. C'est qu'à travers le partage d'expérience, on puisse amener les autres communes qui sont en guillemets à la traîne dans la mise en œuvre donc, de ces différentes activités, à se mettre en règle et à se mettre aux normes pour que notre système éducatif puisse aller de l'avant.
mais aussi, surtout, c'est de pouvoir les encourager aussi à développer des initiatives pour accompagner le gouvernement dans le développement du système éducatif. L'édition de 2019 des journées de concertation entre élus locaux, acteurs de décentralisation et ministère de l'Éducation nationale coïncide avec le 10e anniversaire du processus de transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. L'heure est au bilan. Depuis 2009, ça fait autour de 193 milliards de francs CFA que le ministère en charge de l'éducation transfère aux collectivités, avec un accroissement de transfert à partir de 2016. Il y a des insuffisances liées donc à la mise à disposition à temps du matériel acquis, parce que les fournitures souvent arrivent assez tard. Il y a des communes qui, à la date d'aujourd'hui, n'ont pas encore servi les fournitures aux écoles, alors que l'année scolaire a commencé dès début octobre. Il y a des communes où on a du mal à avoir donc les vivres. Les vivres arrivent souvent très tard. Il s'agit donc pour ces participants réunis à Ouagadougou de faire des propositions pour l'amélioration de la gouvernance locale de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'alphabétisation. Cimetière des éléphants, un film documentaire de la réalisatrice burkinabé Léonore Yamiogo, était en projection au Centre culturel français hier. Vie des missionnaires français pour l'évangélisation des Africains entre incompréhension et rejet, ces pères blancs ont néanmoins accompli leur mission, suivant le regard de Rasmani Zundi et Herman Nestor Toé. On l'a enterré il y a un mois. Un confrère qui a travaillé au Burkina Faso d'ailleurs. Le cimetière des éléphants en projection pour la toute première fois au Burkina. C'est un film documentaire de 70 minutes qui retrace la vie des pères blancs après leur mission d'évangélisation en Afrique. Ce monde noir fascinant et redouté. Pour la réalisatrice burkinabé, c'est le fruit de 4 années de travail pour comprendre le rôle joué par ces missionnaires français dans l'histoire de l'Afrique. Le cimetière des éléphants, pour dire tout court, les éléphants pour moi c'est la mémoire. Et cette mémoire aujourd'hui en Afrique, elle est blanche. Ce sont les missionnaires qui sont partis avec une page de l'histoire de l'Afrique. Donc c'était important pour moi de retrouver ces missionnaires-là qui sont en fin de vie, c'est la dernière génération, pour filmer leur sens, le sens de leur mission en Afrique. À ma grande surprise à la sortie de ce film, je me suis rendu compte que beaucoup de gens en Afrique ne croient plus aujourd'hui que la tendance est de retourner vers nos rituels. J'ai confiance en l'être humain et je pense que les pères blancs africains sauront dynamiser et apporter encore plus de lumière. Parmi les cinéphiles, des personnalités venues soutenir la réalisatrice. L'épouse du chef de l'État dit être agréablement surprise de découvrir ce pan de l'histoire du Burkina. Le ministre des Affaires étrangères, lui, salue l'esprit de ces pères blancs qui travaillent toujours à renforcer la coopération décentralisée en gardant les liens affectifs entre la France et le Burkina. La projection de ce film intervient au moment où la communauté des pères blancs d'Afrique célèbre 150 ans d'existence. Dans l'actualité hors de chez nous, la crise irakienne s'enlise. Depuis près de 2 mois, les manifestants qui exigent le départ du régime sont violemment réprimés. Ils ont incendié un consulat iranien ce matin dans la ville sainte chiite de Nadia, au sud de l'Irak. Téhéran indigné demande à Bagdad de prendre des mesures décisives contre les agresseurs. Suivant. Près de 2 mois que la contestation du pouvoir en Irak a commencé et les manifestants ont franchi un nouveau cap mercredi soir. Ils ont mis le feu au consulat d'Iran de la ville de Nadjaf sous les cris de « Iran dehors ». L'équipe du consulat a pu être évacuée. Les forces de l'ordre ont lancé des grenades lacrymogènes faisant une 50aine de blessés. Si les manifestants ont visé en particulier ce bâtiment, c'est parce qu'ils accusent Téhéran de tirer les ficelles en Irak. Pour eux, le système politique conçu par les Américains qui ont renversé Saddam Hussein en 2003 est à bout de souffle. Abandonné par Washington, l'Irak, disent-ils, est tombé entre les mains de l'Iran. Plus tôt dans la journée, 5 manifestants ont été tués par la police, ce qui porte le bilan à plus de 350 morts et 15 000 blessés depuis le début de la contestation le 1er octobre. L'Irak est paralysé depuis lors. Dans le sud particulièrement, les écoles et administrations sont fermées.
À Bassora, les manifestants tentent d'atteindre les installations pétrolières, mais ils n'y sont pas encore parvenus. Ces manifestants irakiens jugent leurs dirigeants corrompus et incompétents. Officiellement, 410 milliards d'euros ont été détournés ces 16 dernières années, soit 2 fois le PIB du pays. Le pétrole est l'unique ressource en devise de l'Irak qui représente 90% des recettes d'un gouvernement surendetté. Les enjeux du second tour de la présidentielle bissau-guinéenne à lire dans les quotidiens de ce jeudi. Autre sujet abordé par les journaux, la réaction de la nouvelle alliance du Faso sur les accusations de l'alliance de partis et de la mouvance présidentielle contre Djibril Bassolé, le fondateur de la NAFA. Revue de presse signée Sekou Zongo. Propos de Clément Pengenwende Sawadgo sur Djibril Bassolé, des accusations sans fondement selon la NAFA, morceau choisi par le doyen des quotidiens burkinabé, l'observateur Palga. Si Edi Kombeogo veut des preuves sur qui nous attaque, qu'il aille voir Djibril Bassolé, c'est lui qui avait des contacts des groupes terroristes, avait lâché Clément Sawadgo le 21 novembre dernier lors d'une conférence de presse de la majorité présidentielle. Des accusations jugées gravissimes par la NAFA qui rejette de telles accusations récurrentes et sans fondement de la part de certaines autorités politiques de la majorité. Le journal Le Quotidien lui choisit la voie de la justice et relaie les propos du secrétaire exécutif de la nouvelle alliance du Faso. Si les conférenciers de la PMP disposent de preuves sur l'implication de tout individu, qu'ils le traduisent en justice. Et le journal Le Pays de titrer « Sortie de la PMP sur Djibril Bassolé, la NAFA dénonce des propos diffamatoires ». De la stabilité toujours, mais à l'international. Cette fois-ci, le gong du second tour de la présidentielle bissau-guinéenne entre Domingo Pereira et Umaro Sissoko Ambalo, écrit aujourd'hui au Faso dans ses colonnes. Pendant que la conquête des électeurs par les challengers se poursuit, l'éditorialiste d'aujourd'hui au Faso s'inquiète de l'issue de cette présidentielle. La bataille s'annonce rude et intéressante, mais se réserve le journal. Il faut maintenant espérer que les vieux démons de la Guinée-Bissau ne s'avisent pas à sortir de leur sommeil qui n'a pas encore trop duré. Toutefois, se rassure l'éditorialiste d'aujourd'hui au Faso, il y a une nouvelle donne en 2019 et la CEDEAO ne semble pas être prête à laisser la chienlit s'installer dans le pays. Garde donc aux putschistes de second tour, s'exclame mon confrère Ahmed Bambara. Dans sa rubrique Regard sur l'actualité, l'Obs n'a qu'un vœu pour la Guinée-Bissau, que la grande muette qui a toujours dicté le tempo reste dans le cadre légal pour la résolution des différends. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.